Nouvelles héroïnes. On a beaucoup de rêves, mais moi, mon rêve, je suis en train de le vivre, en fait. Mon rêve, je le vis chaque jour. Je le vis parce que je fais, en fait. Et puis surtout, je trouve ça dommage d'enfermer sa vie dans un rêve, car comme on l'a vu dans mon histoire, mon rêve avait raison dans l'impulsion, mais il a changé de forme. Et je trouve que c'est intéressant de laisser la porte ouverte à plein d'autres possibles et pas de s'enfermer dans un rêve. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Blanche, qui grandit entre Paris et la Charente, ce qui est une manière, comme une autre, de grandir entre deux mondes qui n'ont strictement rien en commun. À Paris, il y a les copines, les musées, les soirées, le théâtre, surtout le théâtre, et l'asphalte sous les pieds. En Charente, il y a la forêt profonde, le poêle à bois, les voisins qui arrivent le matin avec du beurre cru et du pain frais, et le silence. Un silence qui, pour les Parisiens non prévenus, ressemble à une panne de courant. Son père, charentais, se partage entre les deux mondes. Blanche l'accompagne. Elle comprend très tôt, au fil de ses allers-retours, quelque chose que beaucoup de gens mettent des années à saisir. On peut être heureux n'importe où. Son père, par ailleurs, avait une règle. On n'a pas le droit d'être fatigué. Cela voulait dire, si tu as la chance d'avoir un toit, de manger tous les jours et d'aller à l'école, c'est un privilège. Et un privilège, ça se mérite. Blanche n'a jamais oublié cette règle. Ce qui, on peut le dire maintenant qu'on connaît la suite, est une information utile. Dans l'enfance de Blanche, il y a aussi les marches en forêt avec sa mère, de longues marches silencieuses où l'on parle différemment qu'assis dans un canapé, où les mots viennent du fond. Socrate marchait aussi pour activer sa pensée. À 6 ans, Blanche sort de sa chambre un matin. Elle trouve sa mère dans le couloir, elle la regarde et lui dit avec une certitude absolue : Je l'ai regardée, j'ai dit « Maman, je veux vouer ma vie au rêve ». Sa mère aurait pu rire ou aurait pu dire « C'est très bien, ma chérie, on en reparlera ». Au lieu de cela, elle dit « D'accord ». À 11 ans, Blanche entre en 6e. Non pas pour les cours de mathématiques et le théorème de Pythagore qu'elle allait enfin découvrir. Non. Elle attend autre chose. Quelque chose que l'école ne mettait jamais au programme. Je te donne un indice. Le théâtre est son obsession. Blanche écrit des passages de pièces sur ses murs. Elle économise pour aller voir des spectacles. Depuis le jour où elle a décidé d'y croire dur comme fer, un seul rêve l'habite : devenir comédienne. Aller de village en village, traînant ses répliques et ses ambitions dans une vieille malle, comme Molière, mais avec de meilleures conditions de travail. Elle est aussi, en tant que petite fille hypersensible, incapable de regarder les gens dans les yeux, non par timidité, mais parce qu'elle y voyait autre chose. Souvent la tristesse, la profondeur, la fatigue et la solitude. La même année de sa 6e, et Pythagore au programme, 2 événements remarquables se produisent. Le premier, Blanche découvre les pharaons d'Égypte en cours d'histoire. Hatshepsut est devenue pharaon il y a 3500 ans. Elle portait une fausse barbe royale et a régné avec une telle habileté que l'Égypte a connu la paix et la richesse sous son règne. Une femme pharaon ?
Alors elle aussi, elle pouvait diriger tout un royaume? Je crois que je sais ce que je vais chercher à la bibliothèque ce soir. Mais comment une femme a-t-elle pu devenir pharaon si normalement c'était les hommes qui régnaient? Ah ah! Au début, Hatshepsut n'était que régente. Elle gouvernait au nom de son jeune beau-fils, trop petit pour diriger. Mais peu à peu, elle a pris tous les pouvoirs et s'est fait couronner pharaon à part entière, ce qui était presque impensable à l'époque. Et les gens l'ont accepté? Personne n'a protesté? Elle était habile. Elle se faisait représenter sur les statues avec les habits royaux et la fausse barbe des pharaons, pour montrer qu'elle avait toute la légitimité d'un roi. Et au lieu de partir en guerre, elle a préféré envoyer de grandes expéditions commerciales, notamment vers un pays lointain, appelé le pays de Punt, d'où ces bateaux revenaient chargés d'or, d'encens et même d'arbres entiers. Des arbres entiers sur des bateaux? Elle pensait vraiment à tout. Et ce n'est pas fini. Elle a fait construire un temple magnifique, adossé à la falaise, avec d'immenses terrasses, un chef-d'œuvre que les touristes admirent encore aujourd'hui. Mais après sa mort, son beau-fils, devenu pharaon, a tenté d'effacer son nom de tous les monuments, comme s'il voulait qu'on l'oublie. L'effacer? Après tout ce qu'elle avait accompli? Oh, c'est tellement injuste. Mais finalement, on en parle encore aujourd'hui. Alors, c'est lui qui a perdu. Ce cours d'histoire fut pour Blanche une révélation. Le soir, dès qu'elle posa le pied dans sa chambre, elle colla des photos d'Osiris sur ses murs, en remplacement probable d'affiches moins ambitieuses. Elle apprit tout ce qu'elle pouvait sur les pyramides, le Nil, le désert, et décida qu'elle ira là-bas un jour. Le second événement de cette année de 6e consista à ouvrir un compte en banque. À 11 ans, Blanche décida toute seule qu'il était temps d'ouvrir son propre compte en banque pour y déposer une partie de son argent de poche pour réaliser ses rêves. Cet argent avait une mission bien précise et ce n'était certainement pas de financer des petits plaisirs en tout genre. C'est un compte pour mes rêves, pour aller en Égypte. Les amis de Blanche la regardent probablement avec le mélange d'admiration et d'incompréhension réservé aux personnes légèrement hors normes. Et ce compte existe encore aujourd'hui, avec ses intérêts. L'adolescence de Blanche est dans l'ensemble joyeuse. Elle met la vie, comme elle dit. Elle aime les gens, les conversations, les éclats de rire. Mais il y a cependant une année difficile. Une année où son groupe de copines, auquel elle tient comme on tient aux choses auxquelles on tient vraiment, décide de l'exclure. Pour des raisons que l'adolescence rend souvent obscures et que l'âge adulte rend souvent incompréhensible. Blanche découvre la solitude. Pas l'ennui du samedi après-midi quand il pleut, la vraie, celle où tout ce qui vous entoure, les rires, les confidences, disparaissent d'un coup et vous laissent avec vous-même, qui n'est pas toujours de la meilleure compagnie. Alors, cette même année, elle va avec quelques autres élèves de son école distribuer du café chaud et du chocolat à des gens qui dorment dans la rue. Et elle remarque quelque chose qui la bouleverse. Ces gens, qui n'ont rien, pas de toit, pas de chaleur, parfois pas grand-chose à espérer du lendemain, sont solidaires. Ils font corps, ils rient ensemble. Blanche comprend alors une chose que beaucoup de philosophes ont mis des siècles à formuler. La solitude n'a rien à voir avec l'endroit où tu es. Elle est dans ta capacité à aimer, à donner et à recevoir. Et je pense que c'était un passage nécessaire, cette sensation de solitude absolue. Car ça m'a fait comprendre qu'on ne peut pas se définir que par rapport aux autres, qu'en fonction des autres, et que tous les liens peuvent passer. Et donc ça m'a renforcée après. Et puis, à 21 ans, Blanche prend 100 ans en une seconde, quand son petit frère de 15 ans décide que ce monde n'est plus le sien. C'est une phrase courte pour dire quelque chose d'immense. Je ne m'étendrai pas davantage, sinon pour dire que Blanche, en le décrivant des années plus tard, eut recours au poème de Baudelaire sur l'Albatros.
Il avait des ailes de géant trop grandes pour marcher parmi les hommes. Les parents de Blanche, qui l'aiment et veulent ce qu'il y a de mieux pour elle, et qui sont de bons parents français, convaincus que les études font partie de ce qu'il y a de mieux, ont insisté pour qu'elle fasse de la philosophie en parallèle de ses ambitions théâtrales. Mais elle n'est pas très enthousiaste. Elle en est très reconnaissante aujourd'hui. La philosophie lui apprend à penser, à structurer, à écrire. Elle fait son mémoire de maîtrise sur le théâtre, oui, encore le théâtre, et découvre en l'écrivant qu'elle adore écrire. Ce qui l'amène à vouloir faire un DEA, acronyme pour dire Diplôme d'études approfondies. Rien que pour avoir la joie d'écrire encore. Son directeur de DEA refuse son premier sujet, la philosophie du désert, au motif que ce n'était pas assez académique pour la Sorbonne. Elle fait alors une thèse sur le sublime, l'alliance de la beauté et l'effroi, ce qui est une manière de parler du désert en termes que la Sorbonne peut accepter. Et puis, un mois après la mort de son frère, Blanche décide de partir en Égypte. Ce rêve qu'elle garde depuis ses 11 ans avec ce compte en banque dédié au rêve. Le moment est venu, pas malgré le deuil, mais en même temps que lui. Elle arrive de nuit dans le désert du Sinaï. 2 heures depuis l'aéroport, puis ce désert, le froid, le feu, les étoiles. Tellement d'étoiles que Blanche a l'impression de pouvoir tendre la main et en cueillir. Et dans le désert, elle dit cette phrase telle une prophétie. « Je suis faite pour cette vie-là. » C'est une évidence. Elle vit une mort et une naissance en même temps. Et c'est assez courant dans le désert. Quelques années plus tard, après avoir beaucoup lu, beaucoup écrit et beaucoup marché dans des déserts, en compagnie de gens qui avaient des choses intéressantes à dire, Blanche entend parler d'une caravane du sel au Mali. Une caravane du sel, pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient jamais eu l'occasion d'en suivre une, depuis des siècles, des hommes, Touaregs, traversent le Sahara avec leurs chameaux pour aller chercher du sel dans une mine au milieu du désert. La mine s'appelle Taoudénit, au Mali. Blanche se trouverait ainsi à 800 km de Tombouctou. Et c'était autrefois une prison. Il n'y a rien autour, que du sable, des pierres et le sel. Et Blanche décide d'y aller. Son père consulte le ministère des Affaires étrangères et il lit « Zone dangereuse, Blanche, c'est complètement fou. » Sa mère, qui avait déjà perdu un enfant, qui aimait sa fille plus que tout, et qui avait donc toutes les raisons du monde de dire non, dit comme le jour où Blanche était sortie de sa chambre en criant « Je veux vouer ma vie au rêve ». Blanche, vas-y, d'accord. On peut prendre un moment pour apprécier cela, parce que ce genre de mère, celle qui accompagne son enfant dans ses rêves, même quand elle a peur, même quand c'est risqué, même quand c'est complètement fou, mérite une reconnaissance officielle, un trophée. Au minimum une carte postale de Taoudénit. Blanche part donc rejoindre cette caravane de 50 chameaux et leurs gardiens Touaregs. Elle est la seule femme. Les hommes, qui n'ont pas prévu ce détail dans leur organisation millénaire, sont, et c'est un euphémisme, contrariés. Il y en a quand même un qui finit par l'accepter vraiment. C'est avec lui qu'elle peut manger autour du feu. Parce qu'il faut savoir, dans cette caravane, les femmes ne mangent pas avec les hommes. Le premier soir, ils lui firent signe de s'éloigner du feu avec son riz. Blanche s'installe au feu et y resta. Pendant 1 mois, elle marche, jusqu'à 15 heures par jour les derniers jours. Quand il n'y a plus de pluie, ni de pâturage, et que chaque heure compte. Elle ne se lave pas, elle ne se change pas. Elle dort par terre sous les étoiles. Un jour, en voulant monter sur sa chamelle,
Elle se luxe l'épaule, seule, au milieu du Sahara, sans téléphone, sans secours. Ah! Peut-on vivre plusieurs semaines avec une épaule luxée? Elle fit baraquer la chamelle. Elle prit pour la première fois depuis la mort de son frère, avec qui elle était en froid avec Dieu depuis lors. Et dans ce silence du désert, elle remet son épaule en place. Ouh! La médecine sportive déconseille formellement cette méthode. Mais la médecine sportive n'a pas non plus à gérer des chameaux au milieu du Sahara. Et Blanche continue. Elle arrive, la seule femme au milieu de milliers d'hommes et de chameaux venus de tout le Sahara. Et elle se pose toujours la même question dans chacun de ses voyages. « Ah, qu'est-ce que je fous là ?» Et elle trouve toujours la même réponse. En se passant de tout, elle découvre sa force. Et c'est peut-être ça, la vraie liberté. Entre deux expéditions dans le désert, Blanche trouve un livre sur sa table de chevet. Un ami journaliste le lui avait laissé. Le titre n'était pas transcendant. Elle l'ouvre par ennui et se retrouve face à Isabelle Eberhardt. Isabelle Eberhardt est née en 1877. Elle était issue d'une famille russe exilée à Genève. Son père était probablement son précepteur, mais ce point fait débat parmi les historiens. À 17 ans, comprenant que les femmes de son époque ne pouvaient pas être vagabondes, elles devaient rester au foyer, être des mamans et porter des robes, ce qui, pour Isabelle, équivalait à une condamnation à perpétuité. Elle se travestit en matelot et prit la mer. À 20 ans, elle était en Algérie. Elle se convertit à l'islam, s'habilla en garçon, apprit l'arabe et marcha dans le désert, seule, libre, et totalement imperméable aux conventions de son siècle. Elle y rencontra l'homme de sa vie, un soldat algérien qui s'appelait Slimane et qui tomba fou amoureux d'une femme habillée en homme, convertie au soufisme. Ils s'aimèrent envers et contre tout, les expulsions, les tentatives d'assassinat, l'incapacité de la société à les laisser vivre ensemble. Et ils se marièrent quand même. Et Blanche a une confession à faire à ce sujet. Enfin, leur amour supporte tout. L'expulsion, la solitude, l'isolement, l'éloignement, l'incapacité à vivre ensemble par rapport à la société. Et ils s'aiment envers et contre tout. Alors moi, je pensais que c'était toujours comme ça l'amour. Bon. On comprend du coup la confusion. Mais ce qu'Isabelle Eberhardt lui apprend surtout, c'est autre chose. La première chose, on ne cherche pas d'excuses pour ne pas réaliser son rêve. On fait tout. Sa volonté était plus forte que tout, les frontières, la société, le deuil, la pauvreté. Et la deuxième chose, et celle que Blanche cite avec la plus grande des forces, Isabelle disait « Plus on souffre, plus on peut ouvrir son cœur ». Elle ne s'était pas durcie dans la douleur, elle s'était ouverte davantage, avec de l'amour, de la lumière et de la poésie. Blanche voit en elle une sœur d'âme. Elle précise avec un humour qu'on lui pardonnera. Peut-être que c'est plus facile quand la personne est morte. Du coup, on peut la garder pour soi. Parce qu'Isabelle Eberhardt est morte en 1904, à 27 ans, emportée par une crue à Aïn Sefra, en Algérie. Elle, la fille du désert. Elle n'avait pas fini d'écrire. Et Blanche, quand elle la lit, dit simplement « Elle me montre qu'on peut être à terre et toujours viser une étoile ». Après des années de voyage, Blanche réalisa qu'elle était dépendante du désert. Elle avait besoin de partir pour trouver la lumière, ce qui voulait dire qu'elle ne l'avait pas encore trouvée en elle-même. Et elle décida d'aller chercher quelqu'un qui l'incarne. Elle trouva un sage en Inde. Il s'appelait Vivekananda, ce qui signifie en sanskrit la victoire de la joie. Il avait 93 ans et avait passé 18 d'entre eux en silence dans l'Himalaya. Blanche, qui avait prévu de rester 3 jours, resta 3 ans. Ce vieux monsieur lui apprit « Nous sommes sur terre pour trouver la joie. Chaque moment de joie, dit-il, est un moment où vous touchez ce qui est de plus puissant en vous, une sorte de flamme intérieure. Et le but d'une vie, c'est de la faire rayonner. » Blanche comprit que tout ce qu'elle cherchait dans le désert, le silence,
le dénuement, l'essentiel était une façon d'accéder à cette flamme. Et qu'avec l'enseignement du sage, elle apprenait à y accéder partout, même ici, même maintenant. Aujourd'hui, Blanche de Richemont a 2 fils. Ils ont suivi leur maman dans le désert. Ils trouvent cela normal, ce qui est peut-être le plus beau des héritages. Ils reviennent du désert, épurés, dit-elle, avec une énergie incroyable et la certitude tranquille qu'on peut très bien se passer des AirPods pendant une semaine. Ils ne la remercient pas encore pour cela, ils le feront à 30 ans comme tout le monde. Et Blanche écrit. Elle donne des conférences sur l'enseignement du désert. Elle prépare un séjour en ermitage dans le Hogar, un massif montagneux au cœur du Sahara central, sous le tropique du Cancer, ce qui n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire et le début de la grande histoire de Blanche de Richemont, écrivaine, philosophe et surtout une amoureuse du désert. À l'heure où tu écoutes cette histoire, elle est déjà en ermite dans le désert. Psst, si tu tends l'oreille, tu vas entendre son message aux enfants. N'aie pas peur. Tu peux, tu es capable. Tu es capable infiniment plus que ce que tu n'imagines. Et pour les parents, en quelques mots à peine plus nombreux, Enlevez-leur les écrans. Faites-leur confiance et nourrissez-les de lumière. Les nourrir de lumière, ça veut dire leur faire découvrir la musique, la littérature, l'art, la peinture, l'évasion, l'ailleurs, tous les champs des possibles. Et peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux sortira de sa chambre, trouvera un parent dans le couloir et lui dira « Je veux vouer ma vie au rêve ». Et le parent dira « D'accord ». Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire quand on est parent. Et c'est déjà immense. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.